Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre épisode de notre série sur l'export face au Covid réalisé par Team France Export et Vitisphère. Alors aujourd'hui, nous faisons cap au sud tout en traversant l'Atlantique pour explorer l'Amérique du Sud et plus particulièrement le Brésil, le Mexique et la Colombie. En premier lieu, j'accueille Santiago Diaz-Ehrenschmidt, chef du service vin et spiritueux, bière et cidre de chez Business France. Bonjour Santiago, on a eu un peu peur pour les vignes avec les orages cette semaine, mais finalement, c'est plus de peur que de mal. Santiago. Bonjour Marion, effectivement. Oui, bonjour Marion. Effectivement, bonjour. Le temps est changeant, la pluie revient, mais je pense que c'est plutôt bien pour nos vignes actuellement. En tout cas, ça leur fera pas de mal. Et merci à toute la profession à nouveau pour ce nouveau webinaire sur l'Amérique latine. Vous êtes tous très solidaires pour faire le relais de ce travail que nous en commun faire et la Team France Export. Donc, en particulier, merci aux agences régionales de développement, le CNIV, les interprofessions et les clusters. Je remercie à nouveau aussi les ministères qui nous appuient, le ministère de l'Agriculture avec les conseils agricoles notamment et le ministère de l'Économie et les attachés douaniers. C'est vraiment un réseau qui est international en équipe à l'appui des entreprises françaises, donc Business France et les ministères. On travaille pour aider les entreprises à se développer de la meilleure façon. Donc avec Vitisphère et la Team France Export, nous sommes extrêmement bien unis pour vous accompagner et vous préparer à une reprise que j'espère prompte. Et donc, tout le webinaire, vous les retrouvez effectivement en replay dès demain, je pense, celui-ci sur le site de Vitisphère. Et n'oubliez pas que sur le site teamfrance-export.fr, vous pouvez faire le suivi de l'état des marchés avec le tableau du live Covid qu'on appelle. Les appuis du plan de soutien qui, je le rappelle, a lieu jusqu'à fin septembre. Donc vous pouvez vous revoir sur le site teamfrance-export.fr ou auprès de votre conseiller international de proximité de la Team France Export. Je vous souhaite à nouveau des très belles floraisons là, qui est en pleine phase des vignes et une très belle reprise d'activité. Merci Marion. Merci Santiago, c'est vrai que le millésime s'annonce généreux. Donc je vais faire juste un petit point sur notre mode de fonctionnement aujourd'hui. C'est tout simple. Dans un premier temps, nos intervenants vont s'exprimer. Dans un deuxième temps, vous aurez le temps de poser toutes les questions que vous avez en tête. Pour poser vos questions, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral grâce à la console qui se situe à droite de votre écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console, cliquez sur la flèche et tapez votre question et indiquez éventuellement à qui elle s'adresse. Envoyez, je me chargerai de poser la question, éventuellement de regrouper les questions qui portent sur un même sujet. Pour les questions orales, cliquez sur la main quand le voyant vert et quand je vous donne la parole, vous pourrez poser votre question. Si vous cliquez par erreur sur la main, pas de panique, vous pouvez recliquer dessus pour des... Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Alors, tout de suite, je vais accueillir de nombreux experts de Business France puisque nous allons faire le tour de plusieurs pays. Ils vont, avec les attachés agricoles des ambassades, dresser le panorama économique et réglementaire dans leurs pays respectifs. Dans un second temps, nous aurons un échange avec 3 invités qui vont nous parler de leur expérience business et de ce qu'ils observent sur le terrain. Donc, nous passons à la première phase de ce webinaire avec l'intervention de Cristina Afonso, qui est de Business France Chili, de Hugo Pichon, de Business France Brésil, de Pauline Morales, Business France Colombie, Alicia Paris, Business France Mexique. Nous aurons également un petit focus sur la bière avec Damian Bergel. Ensuite, sur les parties réglementaires et accès au marché, nous aurons l'intervention de Julien Barre pour le Brésil, Florence Verrier pour le Mexique et la Colombie et Mélanie Lacuire qui donnera des précisions douanières. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Cristina. Bonjour Cristina. Bonjour Marion, bonjour à tous.
Donc, je m'appelle Christine Afonso, je suis coordinatrice agrotech pour l'Amérique latine. Je vais donc vous dire quelques mots maintenant sur la région, puis ensuite je laisserai mes collègues vous présenter les spécificités de chaque pays. Donc, l'Amérique latine, c'est avant tout un bassin de consommation important, le 5e marché mondial de consommation et 650 millions de personnes. Il s'agit, vous le savez, d'une région qui est inégalitaire, mais du coup, avec une partie de la population qui est aisée, très aisée, on parle de 60 millions de personnes, et cette population est habituée à voyager et à consommer des produits à l'étranger, et c'est ce type de produits qu'elle souhaite retrouver quand elle rentre chez elle. Et puis, en parallèle, on a assisté en Amérique latine à l'émergence et à la consolidation d'une classe moyenne. Alors, il s'agit d'une population globalement urbaine, à plus de 80%, jeune, très connectée sur les réseaux sociaux et qui aspire à de nouvelles expériences, mais qui est aussi très sensible au prix. Si l'on prend la consommation de boissons alcoolisées, elle est globalement en augmentation depuis 2004 dans la région, avec une croissance moyenne par an de 2,6%. On est sur une consommation de 37,8 milliards de litres en 2019. Et les importations de vins, bières et spiritueux s'élèvent à environ 2 milliards de dollars par an. Avant Covid, on était sur des perspectives de croissance annuelle des ventes de 3,4% par an sur les prochaines années. L'impact du Covid, lui, est réel sur les ventes de boissons. Aujourd'hui, l'Amérique latine est à l'épicentre du Covid et la quasi-totalité des pays sont encore confinés, au moins partiellement, si l'on exclut le Mexique qui a commencé le déconfinement en début de semaine. Cette situation devrait se poursuivre encore pendant quelques semaines, potentiellement jusqu'à la fin juin. Mais il convient de noter que l'impact de cette crise sanitaire est vraiment à la fois hétérogène, alors selon les pays, mais aussi selon les circuits de distribution, avec un secteur évidemment HoReCa qui est très touché, alors que les ventes en ligne, elles, tendent à augmenter. Je laisse maintenant la parole à mon collègue du Brésil, à Hugo, qui vous présentera l'état du marché. Bonjour à tous, Hugo Pichon, chargé de développement agrotech pour le Brésil, qui est le 10e pays consommateur de boissons alcoolisées au monde. Parmi les 3 catégories présentées, la bière est le principal segment de boissons alcoolisées au Brésil, 3e rang mondial en taille de marché, et c'est 91% de la consommation d'alcool au Brésil. Néanmoins, la France participe peu à ce marché. Le marché des spiritueux est prometteur, même si dominé par la cachaça locale. En fournisseur de spiritueux pour le Brésil, la France est 4e en volume et 3e en valeur. En termes de consommation de vin, le Brésil est le 17e acteur mondial. La France a réalisé plus 8% en volume de vin exporté vers le Brésil et plus 14% en valeur entre 2018 et 2019, ce qui la place 6e en volume et désormais 4e en valeur. Le cidre, lui, reste marginal, bien qu'en augmentation. Toujours sur le secteur du vin, on observe au Brésil 2 types de consommateurs. D'un côté, nous avons le néo-consommateur qui connaît peu le vin, mais essaye de l'intégrer dans ses habitudes de consommation. Ce consommateur est relativement jeune, sensible au prix, et cherche des vins décomplexés, comme les vins de cépage, les plus représentés au Brésil. Il s'oriente principalement vers les supermarchés et le e-commerce. D'un autre côté, nous avons le connaisseur, expérimenté, généralement un peu plus âgé. Le prix n'est pas son premier critère d'achat. Il s'intéresse aux cépages, mais connaît surtout un plus grand nombre d'appellations. Il se rapproche généralement des cavistes ou est inscrit à des clubs de consommateurs de vin. Un rapide point sur la fiscalité brésilienne qui va vous permettre de relativiser. Elle est certes lourde pour les vins européens, mais elle est également pour les vins brésiliens. Les pays qui tirent leur épingle du jeu vis-à-vis de cela sont ceux du Mercosul, Cono Sur. Les taxes élevées s'étendent d'ailleurs à la majorité des produits au Brésil. Le consommateur en a conscience, c'est une réalité ici. Les taxes ne sont donc pas discriminatoires pour les vins français en ce sens. Au niveau des tendances du secteur en 2020, je vais commencer par les canaux d'importation et de distribution qui se sont diversifiés. Effectivement, en 2016-2017, des changements dans la fiscalité ont poussé les grandes surfaces à importer en direct pour limiter les intermédiaires et la taxation en cascade qui en découle. En conséquence, les Brésiliens achètent maintenant moins en restaurant ou chez le caviste et plus en supermarché ou online. Cette autonomie de la grande distribution et du e-commerce fait prospérer au Brésil de nouveaux styles de vin français,
destinées en vente en GMS, plus particulièrement, comme certaines AOC plus abordables de Bordeaux, du Sud-Ouest ou du Val-de-Loire, comme les IGP, notamment Pays d'Oc, comme les vins de France, et pour terminer, les effervescents hors champagne, bien que les champagnes soient en reprise. Pour les spiritueux importés de France, on retrouve principalement des vodkas, liqueurs, whisky, ainsi que certains gins et cognacs. La position de 3 bars brésiliens dans le top 50 des meilleurs bars au monde a accéléré l'engouement des professionnels du secteur, qui cherchent à se différencier avec notamment de nouvelles marques françaises. Concernant la bière, la demande pour la bière française existe, mais l'offre peine à s'y adapter. C'est dû au fait que les bières françaises sont en moyenne plus artisanales qu'industrielles. Il leur est également reproché leur DLC trop courte et leur prix trop élevé. Enfin, un point sur le Covid-19 au Brésil. La crise sanitaire et le confinement ont eu un effet positif immédiat sur la consommation globale de vin, en augmentation. Les Brésiliens semblent y découvrir une passion. Ça a été remarqué sur les canaux de distribution comme le e-commerce, où on a constaté plus 20% d'achats sur la période de crise dans le pays. Les supermarchés affichent des performances similaires, phénomène non observé pour les spiritueux ou la bière. Cette tendance sur les vins a des chances de se maintenir en post-crise, même s'il est possible que les achats de vins commencent à se tasser à cause du fort taux de change. Les produits européens deviennent plus chers, plus 15 à 20%, ce qui peut dissuader le référencement de nouveaux produits sur le marché et les commandes de certains, mais pas a priori bloquer totalement les importations. Pour les vins français, attention aux produits moyens de gamme, moins compétitifs. Les produits haut de gamme devraient continuer à trouver acquéreurs, par contre, car leur public cible ne semble pour l'instant pas perdre significativement son pouvoir d'achat. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Pauline Morales de Business France Colombie et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, Pauline Morales, chargée d'affaires en Colombie. Alors en ce qui concerne la Colombie, il s'agit d'un vaste pays qui compte 48 millions d'habitants et qui a enregistré une croissance stable au cours des 10 dernières années. C'est une économie ouverte et fondée sur une politique d'accords commerciaux et de libre-échange. Les classes moyennes, moyennes supérieures et classes supérieures représentent 9% de la population, soit plus de 4 millions d'habitants, majoritairement concentrés dans les principaux centres urbains. Il s'agit là du cœur de cible des vins français. Le marché des boissons alcoolisées est en croissance constante, 11% en 2018, et s'élève à 2,7 milliards de litres. La consommation est tirée majoritairement par la bière et les importations, quant à elles, s'élèvent à 130 millions de litres. Il faut savoir que la production locale de vin est insignifiante. En revanche, la production de bière est significative. En 2017, une réforme des taxes sur les boissons alcoolisées est entrée en vigueur. Elle se compose désormais d'une TVA, de droits d'accise et d'une taxe ad valorem. Donc cette taxe s'applique aussi bien sur les produits nationaux que les produits importés. Les consommateurs sont généralement sensibles au facteur prix, mais les catégories socio-professionnelles les plus élevées recherchent de la nouveauté et de la qualité. Un mot sur l'accès au marché. Il faut bien garder en tête qu'un accord de libre-échange existe avec l'Union européenne, donc les boissons alcoolisées peuvent être importées sans aucun droit de douane. En ce qui concerne les vins, donc la consommation de vin rentre de plus en plus dans les habitudes de consommation locale. On est passé de 0,1 litre à 1 bouteille par an et par habitant en l'espace de 15 ans. Les importations de vins français ont cru de 55% en valeur l'année dernière. Et la France se positionne comme le 4e fournisseur de vins tranquilles avec une part de marché de 6%. Ses principaux concurrents sont le Chili, l'Argentine et l'Espagne, qui détiennent à eux seuls 84% de part de marché. En revanche, sur le segment des vins effervescents, la France maintient sa position de leader avec 48% de part de marché. Sur les spiritueux, la star des spiritueux en Colombie, c'est l'Aguardiente. C'est un spiritueux local à bas prix, mais on observe ces derniers temps que ses parts de marché tendent à se réduire au profit du whisky, du rhum et du gin. Sur le segment des spiritueux, la France est le 13e fournisseur du pays. Les premiers étant le Royaume-Uni, le Panama et l'Italie, qui détiennent à eux trois 70% de parts de marché. Le secteur de la bière est largement dominé par l'offre colombienne. Bavaria est le leader incontesté avec 91% du marché. Et on observe un intérêt grandissant pour les bières artisanales, mais le facteur prix reste prépondérant. La France pourrait se faire une place parmi les acteurs de ce marché qui reste toutefois encore de niche. Un mot rapide sur le cidre, sa consommation reste encore très confidentielle en Colombie. C'est un marché de niche,
mais on observe une augmentation de 92% des importations. À ce jour, la France n'est pas positionnée sur ce marché. On passe maintenant aux opportunités que représente la Colombie. Pour mettre toutes les chances de votre côté sur ce marché, nous conseillons de vous positionner sur les tarifs pour la grande distribution. La vente dans certaines boutiques permet de proposer des références positionnées milieu de gamme. Et surtout, important, de faire goûter les produits. La France bénéficie d'une excellente image de qualité et de savoir-faire, mais est également synonyme de prix élevé sur un marché sensible au prix. Sur les champagnes et les vins mousseux, le consommateur colombien ne fait pas forcément la différence entre les deux. Les vins mousseux aux tarifs plus attractifs séduisent le consommateur à la recherche de produits français bénéficiant d'une belle notoriété. Et les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la bière artisanale. Enfin, pour terminer, un mot sur la situation due à la pandémie. Donc, on n'a pas observé de problème particulier sur la chaîne d'approvisionnement. La Colombie est en confinement obligatoire jusqu'au 1er juillet et les frontières pourront rouvrir à partir du 1er septembre. Pendant le confinement, l'État a imposé la fermeture uniquement la vente d'alcool en livraison à domicile ou à emporter. L'État a ouvert petit à petit pour un déconfinement économique graduel depuis début mai, mais le réseau Horeca reste fermé jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne les conséquences sur le secteur, dans le vin, certains importateurs ont enregistré jusqu'à moins 50% sur les ventes, mais les impacts sont assez variables. La grande distribution, quant à elle, s'en sort bien. Le marché a été ralenti, mais il est reparti depuis mi-mai. Et enfin, certains acteurs leaders sur les spiritueux s'en sortent aussi plutôt bien puisqu'ils ont souffert d'un impact assez limité. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire rapidement sur le marché colombien. Je passe maintenant la parole à notre bureau du Mexique. Bonjour Alicia. Vous êtes avec nous, Alicia? On ne vous entend pas. Ah, si. Bonjour. Non, on ne vous entend pas très bien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Il y avait Bienvenue. un problème de micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à Pauline pour le passage de relais. Je me présente rapidement. Je suis Alicia Paris et je suis chargée de développement pour le secteur agrotech au Mexique. Le Mexique est un marché assez important. C'est un marché de consommation conséquent puisque par le nombre de personnes qui sont habitants du pays, plus de 129 millions d'habitants. C'est aussi un pays très grand qui fait plus de 4 fois la taille de la France. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand on souhaite exporter et être distribué au Mexique, dans la mesure où il faut parfois faire appel à des distributeurs régionaux et non pas seulement à des distributeurs nationaux. En termes d'importation, le Mexique importe 205 millions de litres de boissons alcoolisées par an et la France se positionne comme la cinquième source des importations à ce niveau-là. Les États-Unis étant le premier partenaire commercial du Mexique. En termes de spiritueux, la consommation totale équivaut à 293 millions de litres d'alcool pur. La France, encore une fois, se positionne assez bien, que ce soit en valeur ou en volume, car elle occupe la 4e position comme partenaire commercial d'importation pour le Mexique à ce niveau-là. Les spiritueux les consommés en plus grande quantité sont le whisky, d'importation principalement, et enfin comme spiritueux locaux, la tequila et le mezcal. On assiste aussi à un essor de l'importation d'autres spiritueux comme le gin ou le cognac. Un mot sur la bière. La bière est la boisson alcoolisée la plus consommée au Mexique. Elle représente plus de 50% de la consommation de boissons alcoolisées du pays. Il faut savoir que le marché national est vraiment écrasé par la présence du Grupo Modelo et de Heineken Mexico qui compte pour 98% du marché. Mais entre 2012 et 2018, on a aussi vu une augmentation des brasseries artisanales, presque 700 brasseries qui ont été créées et qui donc soutiennent cet essor des bières artisanales avec également des importations principalement en provenance des États-Unis, de l'Allemagne et de la Belgique.
les bières les plus consommées, c'est les bières claras, donc les blondes pour 40%, les bières light pour 37%, et enfin les bières brunes pour 19%. En ce qui concerne le marché du vin, le marché mexicain est un marché encore immature. La consommation annuelle par habitant est d'environ 960 millilitres. C'est un marché principalement d'importation à 70%, car la production locale ne couvre que 30% de la consommation. Les principaux importateurs sont l'Espagne, l'Italie, le Chili, l'Argentine, mais aussi la France, qui jouit d'une image de prestige et de qualité. Et en 2018, les importations de vin français tranquilles ont été à hauteur de 17 millions de dollars. En ce qui concerne les vins mousseux, l'Espagne et l'Italie sont leaders en termes de volume, mais la France est leader en termes de valeur et de part de marché. Le champagne joue encore d'une image de prestige important, bien qu'il soit de plus en plus challengé par l'essor de cava et de prosecco plus accessibles et de bonne qualité. En termes de consommation par type de produit, le vin rouge est encore écrasant dans la consommation de vin des Mexicains. Et principalement pour le rosé et le vin blanc, les Mexicains sont très friands de vins plutôt doux avec une sucrosité plus importante. Donc, sur ces secteurs-là, les vins français ont du mal à s'imposer. En termes de distribution, les supermarchés et hypermarchés dominent la vente de vins et spiritueux, surtout pour des secteurs de bas prix et de low luxury. Même si, particulièrement avec le Covid, le digital et l'internet retailing sont en train de prendre une place plus importante. Si le marché du vin, par exemple, est immature au Mexique, la consommation a été quand même multipliée par 2 au cours des 5 dernières années. Et donc, c'est vraiment une croissance permanente de plus de 6%. C'est un des secteurs en termes de boissons alcoolisées qui connaît la croissance la plus importante. Un point sur le Covid rapide. Le Mexique a mis en place une ley seca qui a du coup mis un terme à la production et à la distribution de bière, ce qui fait que de nombreuses brasseries artisanales vont être en faillite, ce qui peut peut-être constituer une opportunité pour les bières artisanales françaises. Pour le vin, on observe comme au Brésil une dualité entre des consommateurs plus néophytes et des consommateurs beaucoup plus connaisseurs, basés aussi sur les CSP plus ou moins plus. Et du coup, il y a une place et pour les vins d'IGP, par exemple pour les supermarchés, et pour des vins et des plus qualitatifs et des grands crus, par exemple, dans les magasins spécialisés. Enfin, pour terminer, les bassins de consommation au Mexique apparaissent en bleu sur la carte du Mexique qui apparaît en bas de votre écran. Et c'est principalement les zones métropolitaines et les grands bassins touristiques où l'industrie de l'horeca est très forte, en particulier la Basse-Californie, le Yucatan et le Quintana Roo, où une clientèle étrangère et plus éduquée est à même de payer le prix pour des pays français de meilleure qualité. Je prends la suite. Bonjour à tous, je suis Damien Bergel, chargé d'affaires pour Business France, basé en Argentine. Sur l'Argentine et le Chili, nous n'allons pas nous focaliser cette fois-ci sur le marché du vin, puisque ces pays en sont des producteurs importants, et donc ces importations de vin sont plus limitées. Les opportunités pour nos entreprises françaises résident plutôt dans les bières. Il faut savoir que la bière est la boisson alcoolisée la plus consommée en Argentine. Chaque Argentin consomme en moyenne 45 litres de bière par an, contre moins de 20 litres de vin, par exemple. Le consommateur local s'oriente actuellement vers de nouveaux types de bières, à savoir différents degrés d'alcool, des variétés comme les IPA, APA, Scotch Ale, Honey, Barley Wine, Stout, Bock ou à base de blé, par exemple. La pandémie vient aujourd'hui modifier les habitudes de consommation des Argentins en raison de la fermeture des brasseries artisanales, des bars ou des restaurants. Dans les conditions actuelles de confinement, c'est vrai que les Argentins se permettent de s'offrir à eux-mêmes un petit plaisir en achetant, soit en ligne, soit en supermarché, des bières locales un peu plus haut de gamme que celles qu'ils ont l'habitude de consommer, ou carrément des bières importées qu'ils n'avaient jamais encore dégustées. Côté de l'industrie, il existe en Argentine 2 grands groupes producteurs de bières, que sont le groupe AB InBev, aujourd'hui leader du marché, détenteur d'une marque très connue des Argentins qui est Quilmes, et puis le groupe chilien CCU.
Il faut savoir que ces deux grands groupes coexistent avec plus de 700 microbrasseurs. Et tous ces acteurs distribuent ces produits auprès d'environ 400 000 points de vente qui sont répartis le long du territoire. Concernant les importations, l'Argentine a importé plus de 650 000 hectolitres de bière pour une valeur de 60 millions de dollars. Il faut savoir que la moitié de ces importations proviennent du Mexique, presque 20% de l'Allemagne et 16% du Brésil. La France est le 6e fournisseur argentin de bière avec des marques comme Kronenbourg, Ch'ti ou Boris, entre autres. Les principaux importateurs de bière en Argentine sont des PME indépendantes qui vont distribuer ensuite auprès d'épiceries, de bars, de restaurants, de boîtes de nuit, d'hôtels ou de supermarchés. Mais il faut savoir que les acteurs de la grande distribution peuvent aussi importer en direct. Slide suivante, s'il vous plaît. Le cas du Chili est similaire à celui de l'Argentine dans le sens où les Chiliens préfèrent eux aussi la bière. Chaque Chilien consomme 50 litres de bière par an contre 16 de vin. Le marché de la bière au Chili a su se réinventer rapidement pendant la crise sanitaire actuelle. La baisse des ventes sur le canal Horeca a été compensée par une augmentation des ventes en ligne et le e-commerce est très vite devenu le principal allié des opérateurs du secteur. Il faut savoir que sur cette période, certains importateurs et distributeurs de bière affichent des taux de croissance de leurs ventes d'environ 1000% et une demande quotidienne 4 fois supérieure à la normale sur ce canal de distribution. Cette croissance des ventes s'explique, entre autres choses, par deux facteurs. D'une part, on constate que le public féminin se tourne davantage vers la consommation de bière et d'autre part que les Chiliens sont de plus en plus friands de bière artisanale. Ces éléments nous laissent donc penser qu'il existe aujourd'hui de réelles opportunités pour les bières importées. L'année dernière, par exemple, le Chili a importé plus de 220 millions de dollars de bière en provenance essentiellement du Mexique, des États-Unis et du Pérou. La France vient en 3e place et entre 2018 et 2019, les exportations françaises de bière vers le Chili affichent une croissance de 4 chiffres. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux marchés. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe maintenant la parole à Julien Barré, conseiller agricole pour le Brésil, l'Argentine et le Chili. Bonjour Julien, comment allez-vous? Un petit souci de micro peut-être? Julien, est-ce que vous êtes avec nous? On va peut-être donner la parole à Florence du coup, et on terminera sur le Brésil après. Florence, est-ce que vous êtes là? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, on va d'accord. peut-être passer les slides, on reviendra en arrière. Voilà. Ah, encore un peu. Bonjour, je suis là. Ah, vous êtes là. Donc, on revient en avant. On revient sur le Brésil. Donc, Julien, vous devez nous donner quelques informations sur les conditions d'accès au Brésil, d'accès au marché au Brésil, c'est ça? Oui. Julien? Julien, est-ce qu'on vous a perdu de nouveau? Mélanie? Oui, bonjour. Bonjour. Et Florence, est-ce que vous êtes là, Florence? Plutôt. Bonjour. Oui, Florence. Oui, bah, je vais prendre le relais du coup pour le. Oui, pour prenez le relais, oui. Sur le Mexique et la Colombie. Ok. Donc, je me présente, Florence Verrier. Je suis conseillère agricole à Mexico depuis 3 ans. J'ai en charge un certain nombre de pays dans la zone, parmi lesquels la Colombie. Donc, j'ai commencé peut-être par vous parler un petit peu du Mexique. Donc, déjà, je remercie Alicia pour son exposé. Dire que globalement, pour ce qui concerne les aspects réglementaires au Mexique d'importation de vins et spiritueux, voilà, comme je le disais, ça fait 3 ans que je suis en poste et j'ai eu quasiment aucune question d'opérateur qui me soit parvenue. Donc, c'est un bon signe. Ça veut dire que les choses se passent bien et sont relativement claires de la part des autorités sanitaires.
La recommandation principale qu'on fait de manière générale, et c'est même plus qu'une recommandation, en fait, c'est une obligation, c'est de passer par un importateur local qui connaît bien les procédures. En fait, les importateurs doivent de toute façon, quoi qu'il arrive, être enregistrés par les autorités. Voilà, donc après, bon, il y a, comme dans toute démarche d'exportation, un certain nombre de documents à donner aux autorités avec de façon, on va dire, assez classique, des certificats, enfin, dans toute la zone Amérique latine, hein, des certificats de libre vente qui sont demandés et des questions d'étiquetage qu'il faut suivre avec soin. Et pour toutes ces procédures-là, il est vraiment recommandé de travailler en lien avec l'importateur. Moi, je n'ai jamais eu donc à gérer de blocage au Mexique sur les procédures d'enregistrement. Et par ailleurs, voilà, les problèmes qui m'ont été reportés étaient plus des problèmes de nature problèmes, on va dire, en douane, sur des problèmes qui sont survenus sur, on va dire, vraiment au moment de la douane, dans des ports. Donc, peut-être également bien choisir son port et vérifier les importateurs avec lesquels on travaille. C'était plus des problèmes liés à la sécurité que vraiment aux formalités administratives. Voilà donc pour le Mexique. Alors, cette situation, elle est un petit peu différente en Colombie. En Colombie, on peut dire que les procédures sont de façon générale pour les importations de boissons alcoolisées plus complexes. Je veux dire, si je prends en comparaison par rapport au Mexique. Toutefois, c'est bien sûr complètement faisable. Il faut là encore s'appuyer sur des personnes qui connaissent bien et qui sont voilà, bien implantées en Colombie. Là, la procédure est plus complexe parce que il y a vraiment un certain nombre d'étapes à respecter de manière voilà, peut-être un petit peu plus compliquée, notamment au niveau de l'enregistrement sanitaire auprès de l'INVIMA, on va dire qu'il est la première étape. Il arrive qu'il y ait des blocages. Des problèmes justement avec ce fameux certificat de libre vente. Voilà, donc là c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis après sur les étapes suivantes également d'importation, tout un système plus complexe d'enregistrement. Toutefois c'est tout à fait faisable. Hein. Il y a des opérateurs qui importent et c'est un marché. Donc là encore, je remercie Pauline pour sa présentation. C'est un marché plein d'avenir pour l'exportation des vins et spiritueux français. Voilà un petit peu les différents points que je voulais vous, voilà, de retour d'expérience un peu sur ces procédures d'enregistrement. Et puis je suis ensuite à votre disposition pour la séance. Bien, merci. On va retenter de faire intervenir Julien, qui avait quelques petits soucis de connexion. Oui. Parfait, j'ai changé de réseau, ça fonctionne mieux. Désolé pour ce problème. Alors, enchanté d'être parmi vous. Merci à la Team France Export et à Vitisphère pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Julien Barré, conseiller agricole régional, basé au Brésil, compétent également sur l'Argentine et le Chili. Juste pour rappeler le réseau des conseillers agricoles dans le monde, c'est un réseau du ministère de l'Agriculture français. Nous sommes une quarantaine disséminés dans les endroits stratégiques du monde au niveau agricole et au niveau alimentaire. Et notre rôle positionné au sein des ambassades est d'appuyer les relations avec les autorités locales et également avec les entreprises. Et je dirais, ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'avoir une vision à 360 degrés de l'agriculture et de l'alimentation dans nos pays et de pouvoir bâtir une relation, être une roue de transmission entre le ministère de l'Agriculture français et les ministères de l'Agriculture ou de la Santé ou des agences qui sont liées à ces problématiques dans les pays de notre zone de compétence. Alors, concernant spécifiquement les sujets réglementaires pour les vins et dérivés du vin
au Brésil. Donc là, on va se focaliser spécifiquement sur le sujet brésilien. Pourquoi? Puisque vous l'avez vu tout à l'heure sur la présentation de marché, c'est quand même le marché dans ma zone, Brésil, Argentine, Chili, qui est le plus dynamique. Il y a eu également des nouveautés réglementaires qui commencent maintenant à avoir quelques mois, puisque ce sont des nouveautés qui ont mis un petit peu de temps à accoucher. Comme souvent les réglementations mettent dans plusieurs pays du temps à être élaborées, et qui ont été vraiment stabilisées en début d'année de cette année. Concrètement, historiquement au Brésil, il y a une chose qui ne change pas, et c'est le point 1 de la diapositive que vous voyez. Comme pour le Mexique et comme de manière générale, je crois, en Amérique latine, il faut être représenté, et là, même si c'est une obligation légale, par un représentant local. La deuxième chose qui a été nouvelle, mise en place en début d'année, c'est un changement du certificat qu'on appelait historiquement COCA, qui était un certificat qui combinait une certification de l'origine des vins et des dérivés du vin et des résultats d'analyse de laboratoire. Ce certificat a été réformé, et désormais, lorsque une importation est faite au Brésil, il y a d'un côté une vérification d'un certificat d'origine qui doit être signé par une autorité française reconnue. Donc ces autorités sont aujourd'hui les chambres de commerce et de l'industrie ou les interprofessions vitivinicoles françaises. Et d'un autre côté, il y a un document qui est le rapport d'analyse sur lequel il y a une liste d'analyses à respecter, et ce rapport d'analyse doit être signé par un laboratoire lui-même préalablement habilité et reconnu par les autorités brésiliennes. Concrètement, le laboratoire fait sa demande d'habilitation au niveau national. Cette demande d'habilitation est ensuite enregistrée dans le cadre d'un dialogue entre nous à l'ambassade et le ministère de l'Agriculture. Et donc c'est bien lorsque par exemple un laboratoire ou lorsqu'un exportateur de vin souhaite utiliser un laboratoire ou souhaite s'assurer que ce laboratoire est bien habilité auprès des autorités brésiliennes, nous les invitons à nous contacter. Vous voyez l'adresse mail générique que nous avons indiquée en bas de la diapositive. Contactez-nous directement si vous avez des doutes ou si vous souhaitez agréer un nouveau laboratoire. C'est vraiment un point important, je le souligne, car il y a toujours des tentatives de contact direct de professionnels avec le ministère de l'Agriculture brésilien. Et le ministère de l'Agriculture brésilien est très vigilant sur ce point-là, puisqu'il souhaite uniquement des contacts avec l'ambassade. Donc c'est vraiment un chemin à respecter si vous voulez qu'on ait une approche la plus efficace possible de ces demandes d'habilitation. Aujourd'hui, on a quand même la grande majorité des laboratoires français qui sont déjà habilités, toutes les structures qui signent des certificats d'exportation, mais on a la possibilité d'en ajouter de nouvelles. Donc nous sommes à votre disposition pour toute question, soit par mail, soit dans le cadre de ce webinaire. Merci à tous. Merci. Mélanie, la parole est à vous. Bonjour à tous. Donc je suis Mélanie Lacuire, je suis l'attachée douanière auprès de l'ambassade de France au Brésil. Je suis basée au consulat de Sao Paulo et j'ai une compétence sur l'ensemble du Brésil. Si on peut mettre la slide suivante, s'il vous plaît, en même temps. Donc sur le réseau des attachés douaniers, donc la douane est présente partout dans le monde, dans une centaine de pays à peu près. Donc moi, je suis basée au Brésil, mais vous avez également un attaché douanier basé à Bogota pour la Colombie et un conseiller douanier basé à Washington qui est responsable pour le Mexique. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de la douane en tapant attaché douanier. Vous verrez la liste de mes collègues qui sont donc compétents dans les autres zones du monde. Donc, vous allez me dire la douane. Oui, la douane, ce n'est pas uniquement le contrôle des marchandises. La douane, c'est aussi l'accompagnement, le conseil et une vraie offre de services qui est proposée aux entreprises. Donc, en fait, mon rôle au Brésil est donc d'accompagner les entreprises françaises qui souhaitent donc développer leur projet d'exportation vers le Brésil ou bien les entreprises françaises qui sont déjà présentes au Brésil et qui vont avoir besoin de mon aide sur différents points en lien avec les questions douanières. Et tu sais qu'au Brésil, il y en a beaucoup.
Donc, juste rapidement, pour vous expliquer un peu plus concrètement mon rôle qu'on peut qualifier de facilitateur au Brésil. Donc, déjà, tout ce qui concerne la réglementation douanière brésilienne. Donc là, j'apporte un conseil, une expertise et j'accompagne vraiment les entreprises françaises pour essayer de leur permettre d'anticiper leurs formalités douanières, leurs projets en matière de douane. Donc voilà, vous pouvez me solliciter sur ce genre de points, n'hésitez pas. Ensuite, il y a vraiment un rôle que je qualifie de pompier. Lorsque vous avez des marchandises bloquées au Brésil, au port de Santos, au port de Rio de Janeiro. Donc là aussi, le poste de l'attaché douanière au Brésil peut intervenir. Donc moi, je suis en lien quotidien avec la Receita fédérale, mais aussi avec certaines agences de régulation des importations et des exportations. Donc, je peux tout à fait intervenir en votre faveur pour essayer déjà de comprendre ce qui se passe, parce que c'est pas toujours évident en plus avec la distance, de savoir quel est le problème. Et ensuite, voilà, je peux essayer d'intervenir. Ensuite, troisième type de service qui est proposé par le poste. Donc là, c'est vraiment des questions un peu plus complexes sur de réglementation où on va essayer d'avoir une influence auprès des autorités brésiliennes pour faire évoluer la réglementation. Donc là aussi, ça peut être sur des points très variés, mais encore une fois, moi j'ai coutume de dire tout est possible, donc n'hésitez pas. Si vous avez des doutes ou des interrogations, nous sommes vraiment là pour ça. Donc voilà, en gros, l'offre de service du poste. J'en profite également pour signaler que la douane a développé depuis une bonne dizaine d'années des cellules conseils aux entreprises qui sont basées dans l'ensemble des régions françaises, donc il y en a 42 en tout, et qui également ont pour rôle d'aider, de conseiller et d'accompagner des entreprises pour donc anticiper les formalités douanières, les sécuriser et aussi proposer des formules, des procédures douanières qui permettent de réduire les coûts. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos CCE locales. Donc, j'ai mis le lien avec toutes les coordonnées des CCE que vous trouverez sur le site Internet. Voilà. Bien, merci Anna pour toutes ces précisions. On va passer à la partie table ronde, mais avant, je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger les slides qui vous sont présentés. Le document PDF est disponible dans la console, dans l'onglet « Documents à distribuer ». Voilà pour cette petite précision. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Langlois. Vous êtes basé au Mexique et vous êtes fondateur et directeur de Grupocal. Pascal L, vous exercez en Colombie. Vous êtes fondateur et directeur Les Châteaux de Pascal. Et Philippe Ormancé au Brésil. Vous êtes fondateur et CEO de Chez France. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer avec vous, Alexandre. Je souhaitais que vous nous présentiez votre société et le contexte économique dans lequel elle évoluait, mais avant la pandémie. Quels étaient le contexte? Alors, effectivement, donc Grupocal, donc c'est une entreprise spécialisée donc dans l'importation de vin et on travaille donc nous en B2B. On a l'opportunité donc de travailler sur les trois canaux de distribution principaux, donc qui sont le on-trade, donc bien entendu la ville de Mexico vu de sa population donc qui est très, très important. Le canal retail, donc avec chaîne de magasins institutionnels et bien entendu un thème qui était avant de manière très sporadique mais qui va en train de devenir de plus en plus important, qui est le online. Et bien entendu après tout un réseau de distributeurs répartis au sein du Mexique. Bien comme on l'a mentionné durant la présentation, effectivement, le pays a une taille suffisamment grande donc pour être afin d'être redistribué, représenté sur les différentes villes. Et après, bien entendu, un marché direct sur les particuliers. Quelque chose d'important qui nous caractérise, c'est que donc nous sommes une entreprise de logistique au service du vin.
Donc à partir de là, c'est vrai que notre manière de concevoir notre service est vraiment focalisée sur toute la partie chaîne de logistique. Donc c'est une entreprise qui a un peu plus de 5 ans depuis sa création. On a eu la chance, donc avec mon associé, on avait un portefeuille de marques qui avait déjà une certaine présence au Mexique, donc qui nous a aidé sur la phase de départ. Donc actuellement notre catalogue elle est constituée donc de manière très importante de vins espagnols, bien entendu de vins mexicains, français, chiliens et argentins, et en plus faible partie de vins américains. En termes de volume, on arrive à travailler à peu près sur 2000 caisses, des caisses de 9 litres par mois. Voilà. Donc la France représente à peu près 15% de notre volume de vente. Voilà à peu près la situation avant le Covid. Et je crois que le Covid a fortement impacté le pesos. Quels sont désormais les risques pour le marché du vin? Comment ça se comporte? Alors, effectivement, donc on a une chute de 20% du pesos versus donc l'euro en moins de 2 mois. Donc alors, il faut rajouter, c'est on venait d'une période de stagnation, pour pas dire récession, au fait d'un changement de président qui a créé une certaine instabilité économique. Le Mexique dépend énormément d'investissements étrangers et effectivement le populisme ça a été un peu plus compliqué. Donc la conséquence directe, c'est une meilleure compétitivité des vins qui dépendent du dollar, donc les vins chiliens, les vins argentins, et forcément à moindre échelle la production de vins mexicains, car effectivement 30% de la demande du vin est livrée par les vins nationaux. Donc en fait, par chance, les vins mexicains ont une faible compétitivité versus les vins importés, mais du fait de la chute du peso, on revient un petit peu dans le plan de bataille. Donc le ticket moyen va chuter effectivement, et à moyen terme, pour reprendre un peu sur cette dévaluation, donc il va y avoir tout simplement une inflation qui va être un risque, et un risque pays au niveau de l'impayé est très élevé. Donc c'est vraiment les conséquences que je pourrais noter. Alors dans ce contexte, on se dit que exporter des vins français, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils à ceux qui nous écoutent pour exporter au Mexique? Quels sont les points de vigilance? On va essayer d'être assez pragmatique, mais c'est vrai qu'alors je crois que la première analyse au moment de faire cette recherche de prospection au Mexique, c'est qu'il faut séparer donc le Mexique en 2 marchés qui est complètement différents, on pourrait dire. C'est-à-dire le premier marché qu'on va pouvoir appeler, on va plus des marchés intérieurs. Donc là, on va bien entendu parler de la capitale Mexico City et des principales villes économiques, Guadalajara et Monterrey, etc. Et ensuite, on a un deuxième marché qui est le marché des zones touristiques. Donc là, un marché beaucoup plus des zones côtières. Et donc là, on va avoir 3 marchés. On va avoir la zone de Cabos, la zone de Puerto Vallarta et la zone de Quintana Roo, qui est Cancún et ses alentours. Donc effectivement, le mix produit est complètement différent. Sur le marché plage, vous allez avoir une consommation, bien entendu, de vins américains très forte, mais des vins blancs, rosés et effervescents de manière très importante. Alors que, au contraire, sur les vins, sur le marché du pays, les villes intérieures, donc la ville de Mexico et les autres, on va avoir une consommation beaucoup plus focalisée sur les vins mexicains, les vins bien entendu espagnols, et des vins et avec un mix produit beaucoup plus focalisé sur le vin rouge. Donc ça, c'est déjà une première stratégie qu'il faut établir. Ensuite, il faut être aussi assez réaliste. Il y a très peu d'importateurs qui ont une couverture nationale réellement. Donc, mettre en place très rapidement une stratégie locale. Essayer de trouver plus son acteur en fonction de sa catégorie. Si on est plus sur du vin effervescent, effectivement, beaucoup plus pertinent d'aller directement voir un importateur sur la zone Cancún, par exemple. Donc, avoir une stratégie beaucoup plus locale qui va permettre de mettre, on va dire, un pied sur le marché. Et ensuite, ça pourra peut-être amener à des importateurs de taille un peu plus importante avec des canaux un peu plus importants. Donc ça va être une de mes recommandations. Si on va un peu plus par secteur, donc comme je faisais mention, donc la partie bulle, la partie effervescent,
est en pleine ébullition, très forte croissance. Donc il y a encore de très bonnes opportunités alors Champagne post-Covid, ça va être un peu plus compliqué parce que ça a été vraiment très affecté, mais toute la partie mousse, crément et charmat, sans aucun problème, il y a encore de grosses opportunités à saisir de manière locale. Ensuite, si on parle un petit peu plus sur les vins de terroir, on va dire, plus cette focalisation de créer des marques, un des principaux conseils que je donnerais, c'est unissez-vous. Unissez-vous dans le sens où il me semble qu'à l'heure actuelle, on recherche de plus en plus les différents acteurs de simplifier toutes les opérations logistiques. Donc, un seul point de récollection, une seule facture, un seul interlocuteur, et effectivement d'avoir un catalogue où il y a une union derrière de différentes régions complémentaires. C'est clairement, je pense, une manière beaucoup plus intéressante d'attaquer le Mexique et les différents acteurs, du fait que effectivement on va pouvoir avoir un petit peu de rosé, un petit peu de blanc, un petit peu d'effervescence sur certains acteurs. Et d'autre part, vous pourrez attaquer directement donc le marché, donc le retail, de manière directe, avec un catalogue complet. Donc la même solution, vous donnez à l'acheteur la solution d'une seule facture, un seul point de récollection. Et ça, effectivement, ça serait ma principale recommandation. Sur la troisième catégorie, donc le vin est en phase de démocratisation au Mexique. Donc tous ces vins, les vins de cépage ou les vins de pays, on pourrait dire en France. Une des erreurs que j'ai vues, en tout cas ce que j'en suis en train de voir, c'est que les étiquettes avec des designs très prononcés, très folkloriques, on pourrait dire, ça peut être c'est intéressant sur des marques qui sont mûres type États-Unis, Canada. Alors que le marché du vin au Mexique, on va vouloir chercher un prix accessible, mais toujours avec ce côté élégance qui fait rappeler à la France. Donc, jamais perdre, même si on a un vin qui va être accessible, peut-être un vin de cépage, de pas perdre ce côté élégance. Donner l'impression que c'est une bouteille qui a une certaine valeur. Donc ça, de manière générale, ça serait mes principales recommandations. Essayer d'unir différentes régions, différents producteurs pour un peu simplifier l'opération aux importateurs. Toujours bien penser à une stratégie locale dans le sens où, en fonction de la catégorie du vin rouge ou des vins blancs effervescents sur le marché des plages. Et puis voilà, pratique comme okay. Et côté consommateur, puisque au final c'est celui qui nous intéresse le plus, comment vont les Mexicains aujourd'hui? Donc, est-ce qu'ils ont le moral? Est-ce que vous pensez que leurs attentes vont changer dans les prochains mois? Alors, effectivement, ça risque d'être très compliqué parce que forcément, la vente du vin, on dépend encore énormément du canal Horeca, qui a un des secteurs qui a le plus souffert de cette crise. Donc à partir de là, il va y avoir un risque de recouvrement pour toute la chaîne, donc depuis l'importateur jusqu'au restaurateur, donc de manière assez compliquée. Le consommateur final, on est quand même dans une récession où on parle quand même de 10 points en moins, donc et sur une époque de stagnation économique après Covid. Donc de manière générale, déjà un phénomène qu'on sentait déjà venir, qui était donc le ticket moyen dédié à la bouteille de vin chutait de manière continue, et je pense que ça va être un peu plus compliqué parce qu'on est en train d'arriver donc une belle inflation. On dépend énormément, donc une des sources, la première source de revenus du pays, c'est le pétrole, et au vu du prix du baril, donc c'est un peu compliqué de relancer l'économie. Donc d'où la conclusion, Covid au Mexique, ça veut dire 0 plan de relance. Donc 3 mois, tout est fermé. Donc effectivement, il y a de quoi être un petit peu sceptique. Mais on va essayer d'avoir une note positive. Donc bien entendu, il y a eu un très fort boom. Alors le Mexique est historiquement très en retard sur le marché online de manière générale. Et effectivement, ça a permis de donner un coup d'accélérateur sur le canal offline, donc qui va commencer à prendre une certaine importance et qui, je pense,
va pouvoir laisser à beaucoup de producteurs et beaucoup d'opportunités pour les maisons pour pouvoir faire se faire de la place avec ces acteurs de manière en direct et avoir un petit pied dedans. Ensuite, il y a eu beaucoup de gens, la catégorie vin, effectivement, a été très favorisée durant le confinement. Donc, beaucoup de gens ont pris l'habitude, beaucoup de gens, une certaine catégorie de gens ont pris l'habitude de boire du vin chez eux, alors que historiquement, c'était de boire énormément durant une occasion spéciale, donc au restaurant. Donc, on espère que cette habitude va continuer et donc il pourrait effectivement donner des points de relance à la consommation générale de vin qui a été effectivement la plus favorisée durant le confinement. Donc, si on parle un peu Oui. Merci pour cette note positive. Je suis obligée de vous couper parce que le temps tourne malheureusement et il y a d'autres interlocuteurs dont Pascal L. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur pour les Châteaux de Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je crois que la situation est un peu différente en Colombie car ça fait plusieurs mois ou années qu'elle connaît un ralentissement du marché. Donc, avec la modification du système de taxes, on en a parlé tout à l'heure. Comment vous avez affronté ce changement au sein de votre entreprise? Comment ça s'est passé pour vous? Déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Pascal. Moi, je suis arrivé en Colombie en 2001 et j'ai créé mon entreprise en 2015. Donc, je suis une de la première boutique de vin français à Bogota. Donc, je travaille vraiment 100% du vin français. Aujourd'hui, j'ai à peu près 120 étiquettes dans ma boutique et j'importe à peu près 90 références et étiquettes en exclusivité et propre à mon entreprise. Donc, j'ai un concept dans mon magasin que c'est de la vente à notre client final, de la vente à emporter, à peu près avec 70% de clients colombiens, 30% de clients français et expatriés. Je fais beaucoup d'événements aussi avec des entreprises sur les dégustations mets et vins et de la consommation sur place. Et j'ai une entreprise qui est ma société mère, qui est Emporium Comercializadora, que nous vendons beaucoup de vins aux restaurants, clubs privés et hôtels. Donc ça, sur le thème de la crise qui a débuté en début 2017, j'ai trouvé un peu mon décision. Il a fallu prendre un peu des décisions. Donc ça, nous avons un peu diminué notre marge sur le produit final. Sur le thème du transport, nous essayons de ramener un peu plus de volume pour diminuer ce thème de coût de transport. Nous avons aussi un peu diminué la remise que nous avons sur les prix pour notre distributeur. Et puis, nous avons augmenté un petit peu aussi le prix final pour nos clients. D'accord. Et donc, cette hausse des taxes, comment avez-vous pu l'absorber au sein de votre entreprise? Quelle a été votre stratégie pour vous adapter à ce contexte? C'est ce que je te disais. Donc, l'augmentation, j'ai diminué notre marge, un peu plus de volume pour diminuer les coûts et faire une petite augmentation par rapport à nos clients. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu dur, mais ici, on a quand même le vin et c'est la seconde consommation de vin. Les vins sont vraiment la seconde consommation de boissons après la bière. C'est vrai que les vins français ont une bonne image ici. C'est vrai qu'on a quand même une image de vin français, donc on est toujours là. Ce qu'ils aiment bien, c'est d'avoir notre histoire. Donc c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, j'adore vendre un vin, mais vendre une histoire qu'il y a derrière. Donc tout ça, ça continue, quoi. Il faut continuer là-dessus. Donc la crise du Covid arrive sur ces entrefaits. Quelles conséquences pour la distribution des vins aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la distribution, le thème de distribution a été vraiment stoppé par rapport aux restaurants, hôtels et clubs privés, mais on a quand même fait une augmentation sur la livraison à domicile. Avant, je travaillais à peu près un peu moins de 10%. Aujourd'hui, je suis à peu près un peu plus de 30% sur thème de domicile. Et il y a beaucoup d'augmentation et de demandes sur des dégustations virtuelles aujourd'hui que je suis vraiment en train d'augmenter cette demande-là. Et c'est une tendance qui est observée plus largement sur tout le marché, ce transfert de la distribution sur le net?
C'est vrai que depuis ce confinement qu'on a eu depuis fin mars à peu près ici en Colombie, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de consommation à domicile. Donc j'espère, hein, de toute façon, je pense que les gens ici sont vraiment très festifs. Ils aiment bien se déplacer, se réunir avec des amis, donc ça va reprendre. Donc comme on dit ici, on a la foi. Est-ce qu'il y a des attentes spécifiques des consommateurs colombiens en matière de catégorie de vin et est-ce que ces attentes ont pu être modifiées par rapport à la pandémie? C'est vrai que par rapport à la pandémie, les gens recherchent toujours cette nouvelle expérience de boire, d'apprendre. C'est vrai que nous, comme je dis, les vins français, on a toujours cette référence-là. Ils adorent les histoires. Je suis français, donc ça, ils adorent ça. Quand t'es un Français, que tu racontes le produit, l'histoire du château, du domaine, ça c'est un succès. Ça, je sais, pour nous, c'est un succès là-dessus. Et en termes de catégorie de produits, sont plus attirés par les rouges, les effervescents, les rosés? Le pourcentage sur les rouges, rouge, blanc, rosé, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui. Enfin, moi, je sais que je me suis vraiment développé aussi sur un peu les vins bio. Les gens adorent cette histoire-là les vins bio. J'ai beaucoup de demandes sur les vins de la Loire, le cidre, parce que moi, je suis origine de la Bretagne, donc ça, c'est un produit aujourd'hui que je voudrais bien mettre en avant. Donc, ça sera quelque chose de vraiment intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu des cidres anglais, des trucs comme ça, mais on est quand même un pays du cidre en France. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Un conseil pour les personnes qui souhaiteraient exporter en Colombie, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, comme disait Florence au début, c'est vrai que le thème des registres sanitaires sont un petit peu compliqués au départ, mais quand on connaît les choses, ça se passe. Ça prend un petit peu de temps au départ, mais un registre sanitaire, c'est pour 10 ans. Donc c'est un peu compliqué au départ, mais une fois que c'est mis en route, après, tout va bien. Après, c'est ramener, pas faire la même chose que son voisin, on dit à chaque fois, faire quelque chose de différent pour moi. D'accord. Donc, on s'arme de courage et ensuite, on en a pour 10 ans. Bien, je me tourne vers Philippe Ormancé. Vous êtes fondateur et CEO de Chez France. Alors, on entend beaucoup parler du Brésil en France à cause de son président. Bonjour Marion, bonjour à tous. La situation du vin, bonjour. En tant qu'acteur business, je crois que la crise a finalement été positive pour vous. Comment avez-vous fait pour faire preuve d'autant d'agilité ? Et avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de présentation de votre société, s'il vous plaît? Non, très clairement, je crois qu'il y a un modèle qui s'impose au Brésil et qui n'était, on va dire, c'était pas forcément le cas lorsque j'ai monté cette société, donc en 2012. C'est le modèle online, des ventes online de vin. Aujourd'hui, le Brésil, je ne sais pas si tout le monde le sait, et ça, c'était avant la crise, est le 3e marché au monde pour la vente de vin online, avec un pourcentage qui est monté en 2019 à 30% des ventes de vin. Donc, c'est 3 fois ce qu'on fait en France, par exemple, où la vente de vin online n'est que de 10%. Donc, on a vraiment un marché qui a accéléré énormément depuis la crise, depuis 2015-2016. On a vu véritablement le modèle online avec aussi de très gros opérateurs. Nous sommes un opérateur très focalisé premium que sur les vins français, que nous importons et distribuons donc sur notre plateforme Chez France. Mais globalement, tous les opérateurs online ont un développement déjà très important depuis quelques années. Alors, il est vrai que la crise qui est arrivée donc le 15 mars, on va dire, avec le confinement au Brésil dans la plupart des capitales, n'a fait qu'accélérer les choses. Alors là, c'est, je crois, pour tout le monde, une croissance exponentielle. Bon, nous, on est à 300% de croissance. Heureusement qu'on avait des stocks. La logistique fonctionne parce qu'on avait très peur que nous n'ayons plus assez de camions. Bon, il n'y a plus de logistique avion, mais on arrive à fonctionner très très bien par le stock central et puis on arrive à livrer avec pratiquement un jour de plus, c'est-à-dire en 3 jours, toutes les capitales du Brésil comme avant le Covid. Mais effectivement avec des volumes qui ont triplé. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui existait, mais qui va rester. C'est-à-dire que ce modèle véritablement de la consommation de vin chez soi, en achetant le vin par Internet, c'est quelque chose qui vraiment correspond au consommateur brésilien qui a toujours été très connecté, très sur les réseaux.
Donc, je crois que c'est quelque chose qui existait, mais qui ne fait qu'être consolidé avec le Covid. Je crois aussi que vous avez eu de beaux résultats avec la catégorie vin de France, qu'on appelle aussi vin sans indication géographique. Et je sais que les chiffres d'exportation de cette catégorie vers le Brésil sont tout à fait exponentiels ces dernières années. Pourquoi cette catégorie marche si bien dans le pays? Alors ça, je crois que Hugo en a parlé tout à l'heure dans sa présentation. On a connu depuis 2015 une très forte dévaluation de la monnaie locale. Donc effectivement, quand on est importateur de vin français ou de vin européen, globalement, on a été obligé de chercher, on va dire, des premiers prix, des vins plus accessibles. Et donc, au lieu de, j'allais dire, d'avoir des AOC, des AOP, des qualités, on va dire, qu'on peut sourcer au-delà de 4 € ex-work, on a été amené à essayer de chercher des vins entre 2 et 3 € ex-work. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de pays DOC, donc le Languedoc a connu un très fort développement avec des monocépages très adaptés aux consommateurs, comme l'a dit très justement Hugo tout à l'heure sur le Brésil. Donc, on est dans un pays où la visibilité du vin français elle est très complexe. Donc, en fait, quand on arrive avec un monocépage, ça correspond à ce que le vin chilien et le vin argentin, qui sont les deux plus grandes offres, on va dire, de vin au Brésil, offrent depuis une vingtaine d'années. Donc, un vin simple, un vin, on va dire, monocépage, et les vins de France ont véritablement nous ont permis d'avoir cette offre très facile avec une lisibilité beaucoup plus importante pour le consommateur, aussi bien en supermarché que sur les ventes online. Parce qu'il ne faut pas oublier que 50% des vins achetés sont quand même achetés par les grandes surfaces. Et aujourd'hui, il y a une très grande approche des grandes surfaces, à commencer par nos groupes français, Carrefour, Pão de Açúcar, donc Casino, qui sont les leaders au Brésil, de mettre en rayon des vins français simples, donc vins de France. Et je crois qu'il faut aussi souligner le travail qui est fait par l'ANIVIN, donc qui est une organisation qui chapeaute un petit peu cette production de vins de France en France, qui, avec l'appui de Business France, nous permet de faire un marketing, j'allais dire, avec des budgets marketing. Pour la première fois, on a des budgets marketing au Brésil pour nous aider à rendre plus visibles les vins de France. Alors évidemment, on peut jouer sur l'appellation vin de France. On peut dire aussi que ça porte un peu à confusion parce qu'on peut dire que c'est une opération pour les vins français de façon générale. Mais tant mieux, parce qu'on en a besoin. Le Brésil, la France, c'est que 10%. Donc on a encore un énorme développement potentiel. Dernière question, parce que je crois que vous êtes un petit peu pressé par le temps. Parce que j'ai vraiment un engagement que je ne peux pas repousser et il faut que je parte. Et je sais que s'il y a beaucoup de questions, il faudra donner mon mail. Je répondrai à tous les mails. Je suis conseiller du commerce extérieur en charge du vin au Brésil, donc c'est aussi mon rôle et je le ferai avec grand plaisir. D'accord, donc je veux juste vous demander si vous êtes en recherche de nouvelles références. C'est une question qui revient souvent dans nos webinaires. Je sais que nos éditeurs ils sont très attentifs. Oui, alors on va dire que l'offre française, en tout cas si je prends ma propre expérience, mais bon, j'allais dire ça recoupe quand même les grandes tendances. Bon, elle reste très classique, c'est-à-dire qu'il faut du Bordeaux et la Bourgogne. Alors, je suis bourguignon, c'est vrai que c'est facile de vendre des vins bourguignons, mais bon, Bourgogne-Bordeaux, c'est des classiques, c'est des choses qui ont quand même une perception, pas forcément dans le consommateur jeune, celui qui arrive par Facebook, par Instagram, plutôt par, comme disait Hugo, un consommateur déjà plutôt plus de 50 ans, qui connaît quand même les vins français, donc qui va se tourner vers des Bordeaux, des Bourgognes, des classiques. Mais on a beaucoup de demandes, et ça plutôt par les réseaux, par le consommateur plus jeune, de 30 ans, 35 ans, beaucoup de jeunes célibataires, hommes ou femmes d'ailleurs, les femmes achètent du vin pratiquement à même hauteur que les hommes, c'est 50-50 en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les ventes online. On va chercher alors ces vins de France, des vins simples, légers. Je crois qu'aujourd'hui, les vins lourds, le Malbec argentin a des difficultés. On est la France avec des vins fruités, des vins dans le fruit, donc qui sont vraiment naturels, sans parler de vin naturel, mais aussi dans cette tendance de l'organique, du biodynamique. Donc on a de plus en plus, nous, de recherche, et je recherche des partenaires de plus en plus sur les vins HVE. Il n'y a pas besoin d'avoir que de l'organique ou du biodynamique. Donc du HVE dans le fruit, naturel, léger à boire. Les vins de Loire, par exemple, aujourd'hui ont un très fort développement. C'est des vins très bien faits, aussi bien rouges à base de Cabernet Franc ou bien sûr Sauvignon Blanc ou Chenin, très recherchés. Voilà.
Merci beaucoup, je vous libère et je me tourne vers… Merci beaucoup à tous, je suis désolé, je vais vous quitter, mais je serai disponible par mail. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Pascal L, même question. Est-ce que vous êtes en recherche de nouvelles références? Et si oui, est-ce que c'est le bon moment pour vous solliciter? Oui, bah, comme disait Philippe, nous aussi, on a beaucoup de demandes donc, sur la Loire, les cidres. On a quand même pas mal de choses, des nouveautés quand même sur Bordeaux. C'est vrai que la Bourgogne, donc aujourd'hui, j'ai vraiment on dit ça, un portfolio vraiment plus important ici sur la Colombie. Je travaille sur la Bourgogne, je travaille plus que de 26 appellations différentes. Donc, je suis vraiment très, très bien sur la Bourgogne et c'est vrai que c'est un vin que j'aime très fort. Mais c'est vrai que sur la Loire, on a aussi beaucoup de demandes. D'accord. On a perdu votre voix. Donc, Alexandre Langoua, est-ce que vous êtes en recherche de nouvelles références à l'heure actuelle? Est-ce que c'est le bon moment pour vous solliciter? Alors, non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour mettre de nouvelles références. On est plus dans une phase de décatalogation, on va dire, de réduction d'inventaire pour passer cette crise. Et c'est vrai que de manière générale, sur la partie France, on est quand même assez complet. Donc pour le moment, effectivement, on n'est pas en train d'intégrer de dégustation, de nouvelles références. Et néanmoins, est-ce que vous acceptez de participer à des dégustations online? Oui. Vous êtes un peu en veille? Aucun problème. Oui, bien sûr. Vous appréciez l'exercice? Oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une activité, donc comme les gens, alors plus que le B2C, comme nous, on est sur du B2B, donc on travaille énormément avec des corporatifs, des banques et des grosses entreprises donc qui ont besoin et qui ont de maintenir un lien avec leur gros portefeuille, leur gros compte. Et donc, en fait, on réalise des expériences de manière, on va dire, un peu plus privée, mais de manière monétarisée d'une certaine manière aussi. Donc, ça a été une sorte de belle opportunité de cette manière. Donc, terminé après des conférences d'avocats, de 200 avocats, 150 webinars, et ils reçoivent une bouteille de vin et puis on leur fait une petite dégustation en privé, effectivement. Et ça a été une niche qui s'est créée et qu'on continue de développer. D'accord. Peut-être que Pascal est revenu. Pascal? Oui, tu m'entends? Oui, vous avez été coupé dans vos explications. Est-ce que c'est le bon moment pour vous contacter si on veut essayer de vous présenter son produit? Oui. Bah, non. Moi, je suis toujours à la recherche de nouvelles histoires, de nouveaux goûts. Comme je te disais, donc on a beaucoup de demandes sur la Loire. J'aimerais bien vraiment mettre le cidre en avant ici, des vins d'Alsace. Je suis vraiment très ouvert à beaucoup de références. Je suis vraiment très ouvert et je pense que nous, il faut qu'on continue dans l'avenir et on pense pas qu'aujourd'hui au problème de ce Covid, mais vraiment demain, qu'est-ce qui va se passer et tout ça, ça va reprendre de bon pied. Bien, merci à tous les deux puisque on nous a quittés. On va passer aux questions avec une question de Julien Léris qui demande est-ce qu'il y a des opérations collectives françaises qui sont organisées en Amérique latine? Et je me tourne peut-être vers Christina. Christina, est-ce que vous savez si il y a des opérations qui permettent de présenter les vins sur l'Amérique latine? Christina? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est, oui. Oui, pardon, j'avais un petit souci de micro. Alors, il y a une opération qui va être organisée début septembre sur l'Amérique latine, justement sur le Brésil, le Mexique et la Colombie, qui est le testing et qui permettra justement aux entreprises françaises de proposer et de faire goûter leurs vins aux principaux interlocuteurs locaux. D'accord. Et concernant le salon qui va se monter avec Provine, est-ce que vous avez des informations? Alors là, je laisserai peut-être Hugo en parler davantage, puisque c'est oui, au Brésil. Hugo.
Hugo, décidément, oui, tout à fait. aujourd'hui, Oui, on a... non, je suis là, je suis là. Il y a effectivement deux grands salons du vin au Brésil. Alors, celui qui est en référence à Provine, on parle de Provino, qui se déroule en octobre. Là, on est plus sur un focus distributeur. C'est un salon d'une certaine envergure, mais il est moins grand que le salon APAS. APAS, qui est un salon qui se déroule en mai, qui est destiné à la grande surface supermarché, qui là est l'un des plus grands d'Amérique du Sud. Hein. Donc ça, c'est les deux grands événements salon vin au Brésil, à Sao Paulo. D'accord. Alors, on a une question pour la Colombie. Donc là, je me tourne vers Pauline. Pauline, est-ce que vous pouvez préciser la répartition entre les parts de marché champagne et autres effervescents sur la part de marché totale France effervescente? Est-ce que vous savez dire voilà, un peu le rapport entre le volume de champagne exporté et les autres effervescents en volume ou en valeur? Alors, je n'ai pas le chiffre sous la main pour la répartition entre les deux, mais je peux tout à fait vous donner l'information dans un second temps. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec ces webinaires, c'est-à-dire que les questions auxquelles on n'a pas répondu, tous les intervenants vous contacteront par mail pour apporter des réponses. Alors, j'ai une question qui est un peu large. Elle s'adresse aux autres pays qui ne sont pas abordés dans ce webinaire, c'est-à-dire la Bolivie, le Pérou, Cuba, Équateur. Est-ce qu'il y a des opportunités pour les vins français dans ces pays? Nous demandons Nicolas Klein. À nouveau, Christina, peut-être? Oui, Christina. Alors, oui, vous m'entendez. Oui, nous avons relativement peu de visibilité à l'heure actuelle sur ces pays où nous ne sommes pas présents directement. Par contre, nous travaillons avec des partenaires sur ces différents pays, des partenaires référencés. Et donc, sur cette question précise, nous pouvons vérifier avec eux et revenir vers l'entreprise sans aucun problème. Nicolas a aussi peut-être une question qui s'adresse à Julien ou Florence. Il voudrait savoir ce qu'il en est de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur et quelles pourraient être les conséquences de cet accord pour les vins français. Alors, je vais prendre la parole, Julien Barré, puisque c'est Mercosur, donc c'est pas dans la zone de Florence. Écoutez, le dernier élément d'actualité sur cet accord, c'est un vote du Parlement néerlandais hier ou avant-hier qui s'est opposé à la ratification de l'accord. Donc c'est un premier élément, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'accord, il y a une négociation qui a été conclue en juin de l'année dernière, fin juin de l'année dernière, entre la Commission européenne, qui est chargée de la négociation pour le compte de l'Union européenne et des États membres, et les États du Mercosur. La seconde étape qui est toujours en cours, c'est le processus de traduction dans toutes les langues de l'Union européenne et de vérification juridique, voilà, qu'il ne reste pas de coquilles dans le texte. Donc cela est en cours, mais n'est pas encore finalisé. La troisième étape sera une signature du projet d'accord par les exécutifs des États du Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, puisque en ce moment le Venezuela est temporairement en dehors du Mercosur. Donc il faudra que ça soit ratifié par ces parlements, validé par les exécutifs, et de la même manière, au niveau de l'Union européenne, il devrait y avoir une ratification par le Parlement européen, mais au préalable, il y aura une signature par l'exécutif européen, par le Conseil. Cette signature sera possible si il y a un vote à l'unanimité positif des ministres qui composent ce Conseil. À partir de ce moment-là, lorsque ces étapes, à la fois Mercosur et à la fois Union européenne, jusqu'au Parlement européen, ratification par le Parlement européen, seront signées positivement, alors l'accord entrera en application provisoire.
c'est la même chose, c'est une procédure classique pour tous les accords bilatéraux commerciaux. Et rentrera alors en jeu la ratification de l'ensemble des parlements des États membres qui composent l'Union européenne. Et donc à la fin de ce processus, si tous les États membres de l'Union européenne et si tous les parlements ratifient positivement cet accord, alors il entrera pleinement en vigueur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé mes propos par le Parlement des Pays-Bas, puisqu'il s'est pour l'instant prononcé négativement sur cet accord. Bien, merci pour ces précisions. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, pour rappel, ceux qui ont posé des questions n'ont pas eu de réponse. Les intervenants du webinaire vous répondront par mail. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger la présentation PDF via la console. Je voudrais vous remercier à toutes et tous pour vos questions et votre attention. Merci également à nos intervenants pour toutes les informations utiles qu'ils ont partagées avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des idées pour créer votre stratégie de sortie de crise sur ces marchés. Après nous être quittés, vous pourrez remplir un petit questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît. Prenez quelques minutes pour répondre aux questions. Cela nous aide énormément à nous améliorer. Voilà, c'est le moment de nous séparer. N'oubliez pas de partager autour de vous ces webinaires, parlez-en à vos collègues et sur les réseaux sociaux. Allez sur Vitisphère également, voir les replays si vous en avez loupé certains. Le prochain épisode aura lieu le 8 juin à 13h30 et sera consacré à l'Angola, au Kenya et au Cameroun. Ce sera déjà notre dernier épisode, SNIF, à lundi. Et d'ici là, portez-vous bien.